Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 12e épisode du Bistrot d'Alelosque saison 3. Bienvenue dans cette émission qui est réalisée par les supporters du LOSC pour les supporters du LOSC, un podcast que vous pouvez écouter et voir en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Alelosque et sur le groupe Facebook d'Alelosque. Vous pouvez nous retrouver en différé à partir de cette nuit sur notre page YouTube, auquel je vous invite à vous abonner. Émission d'actualité sur le LOSC. Au sommaire ce soir, nous reviendrons dans cette première partie sur le match Lyon-LOSC, Gone with the Wind. C'est le titre de cette émission. Je vous expliquerai pourquoi cet hommage à ce film de Victor Fleming. Dans un deuxième temps, nous ferons un petit point sur l'effectif et on a appelé ça Place aux jeunes. Et enfin, nous ferons finalement l'avant-match du prochain match de dimanche du LOSC. Les Rennais attendent le LOSC dans leur toile. Pour évoquer cette actualité, nous avons plusieurs piliers avec nous. Alors, je vais commencer par l'habitué de chez habitué, donc Georges de la région dunkerquoise. Bonsoir Georges. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Nous avons également le retour de Christophe C. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et également son retour parmi nous, Patrice, secrétaire des Dogs d'honneur. Bonsoir Patrice. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et ce soir, nous avons un invité que vous connaissez bien. C'est aussi un habitué de l'émission. Et il s'agit de Stéphane Elbeck, animateur du site Allélil, spécialiste des jeunes du LOSC et figure historique, j'oserais dire préhistorique, du site Allélilosc qui héberge l'émission. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. On va parler des jeunes et c'est normal que tu sois là. Tu es le spécialiste. Alors, dans un premier temps, je vous propose de... je vous rappelle également, j'oublie toujours ce petit aparté, vous pouvez bien sûr nous regarder en direct sur la page Facebook du Bistrot des LOSC. Vous pouvez également réagir. Il y a déjà quelques réactions. Donc, on a Pierre-Ambroise et Lève qui nous disent bonsoir à vous. Donc, réagir en direct sur les commentaires de cette page Facebook et bien sûr nous retiendrons quelques commentaires pour étoffer notre discussion. N'hésitez pas à réagir. Première partie de cette émission, Lyon-LOSC, Guns with the Wind. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer un peu ce titre. Ce n'est pas seulement un jeu de mots de mauvaise qualité ou facile sur les gones et le verbe gone en anglais. C'est surtout depuis 3 matchs. On a 3 victoires qui ont finalement affiché des belles promesses pour le LOSC. Alors, la question ce soir sous-jacente à nos échanges, ce sera est-ce que la défaite à Lyon est-elle un accident ou les promesses lilloises aperçues ces derniers jours ont-elles été emportées par le vent lyonnais? Tout ça, on va y répondre. Alors, je vous propose de commencer, comme d'habitude, finalement, par un premier tour de table sur votre sentiment général sur ce match. Georges, en tant qu'ancien, je vais commencer par toi. D'accord, alors la question est-ce un accident? J'ai envie de répondre oui, mais commence à y en avoir pas mal parce que un peu dans la continuité des matchs de Nantes, de Nice, de Lorient, maintenant celui-là, c'est des matchs où on a vraiment 3 points à prendre de manière quasi systématique et au bout du compte, on revient bredouille ou quasiment à chaque fois. Donc c'est un petit peu symptomatique quand même de certains écueils de cette équipe, qui en effet, si on regarde le match pour ce qu'il est, c'était 3 points à prendre, on était largement dessus, ça a été une domination de tous les instants. Je veux dire, il y a eu une occasion lyonnaise, il y a eu un hold-up en bonne et due forme, mais voilà, quoi, il ne faudrait pas que ces accidents tendent à se répéter trop souvent, quoi. Alors, c'est le moment de vous donner les stats du match avant de continuer sur de table. On a des statistiques. Alors, vous savez ce que je pense des statistiques, mais il faut quand même parfois les citer.
15 tirs pour Lille contre 6 à Lyon. On a 3 tirs cadrés à Lyon. 50% des tirs ont été cadrés et 5 pour le LOSC, donc 30% des tirs cadrés. 44% de possession pour Lyon, 56 pour Lille. On a 440 passes pour Lyon et 537 pour le LOSC. 11 fautes contre 15. 3 cartons jaunes pour Lyon, 1 pour Lille. Et 2 hors-jeu en faveur de Lyon, si on peut s'exprimer ainsi. Et 3 corners pour Lyon et 6 pour Lille. Patrice, je te vois très songeur devant ces statistiques. C'est quoi ton sentiment sur ce match un peu bizarre? Moi, je rejoins Georges sur. C'est pas la première fois cette année. Alors, on n'est qu'à 13 journées, on est quand même à 5 défaites, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, quand on regarde les stats, c'est soit on perd, soit on gagne, hein. On doit être l'équipe qui a fait le moins de matchs nuls depuis le début de la saison. Je Un crois seul qu'on en match a nul. qu'un. Ouais, on Un en a seul qu'un, match c'est nul, ça. tout à fait. C'est soit on perd, soit on gagne. Effectivement, si on reprend à peu près le schéma des matchs, Nice, c'est 3 points qu'on aurait dû ramener. On aurait dû en prendre aussi 3 dimanche. Allez, il manque 10 points, en gros, on serait deuxième. Bon, après, c'est que de l'utopie et le foot, c'est pas heureusement pas que ça. Le sentiment, c'est que ce match-là, on doit jamais, mais jamais le perdre. Au minimum, on doit rentrer avec 1 point. Et malheureusement, moi j'étais chez moi, j'ai envoyé un SMS à mon fils qui était, qui était ailleurs, 1 minute avant le but de la casette, en lui disant on va le perdre ce match-là, et le but est arrivé. Parce que quelque part, on le sentait arriver. On avait tellement d'occasions, il y avait tellement de choses qui se sont passées qu'à un moment ou à un autre, on savait qu'on allait devant Lyon, bah, il y a la casette. Bah, justement, ils ont eu la casette à ce moment-là. Et le vrai sentiment, il est là, c'est que quelque part, on n'a jamais été dominé, mais d'un coup, on l'a senti arriver. Moi, je ne suis pas plus choqué que ça qu'on ait perdu ce match-là à l'arrivée. Alors, tu as exactement la même analyse que Daniel Riolo qui affirmait après le match qu'il ne comprenait pas justement comment Lille a pu perdre ce match et qui se demandait 1 ou 2 minutes justement avant le but lyonnais, c'est-à-dire au moment où il y a eu les occasions de Gomez, David et Gomez, ouais. David et Gomez, il se disait bah, c'est quasiment certain qu'ils vont en prendre un s'ils continuent à jouer comme ça. Stéphane, tu ne regardes pas que les matchs des jeunes. Tu as vu ce match de Lyon? Tu en penses quoi Je n'ai pas du tout le même sentiment que vous. Petite remarque liminaire, moi, depuis le début de la saison, je me régale au niveau des matchs du LOSC parce qu'on voit du très beau jeu, très technique, très léché. On domine bien le match. Sur cette partie, moi, je dirais c'est pas du tout la même chose que les matchs précédents qu'on a perdus. Bon, on a dominé copieusement, je suis d'accord avec Georges, copieusement la première mi-temps. Sauf qu'à la pause, vous avez oublié quand même qu'il y a eu quelques petits changements au niveau de la défense du LOSC. Il y a Ismaili qui était quand même quasiment le meilleur joueur de la première période. Il doit sortir. Alors, il est sorti, mais 3 changements en défense. C'est qu'on fait passer Diallo de l'axe à droite. Et c'est par lui que va venir la seule occasion et le but de Lyon. Alessandro dans l'axe. Quand la casette vient, il est tout seul. Je ne sais pas où était Alessandro. Et à gauche, on fait basculer notre Diakité à gauche. Et deuxième aussi fait de match, c'est le changement d'organisation de Lyon, qui a forcément fait du mal avec. Ils ont enlevé un défenseur pour mettre un milieu de terrain. Donc ça s'est équilibré. Mais je demande à voir qu'est-ce qui se serait passé si Ismaili, si on avait gardé notre défense au complet sur l'ensemble du match. Bon, maintenant je rejoins Georges et Patrice. Effectivement, sur ce match, on ne doit jamais le perdre, mais on a quand même noté un certain manque d'efficacité. Et si on n'aurait jamais dû le perdre, moi je pense que une des raisons pour lesquelles on l'a perdu, c'est la réorganisation défensive, parce que Thiago Diallo est quand même fortement fautif sur le centre de Tagliafico. Et il y a notre manque d'efficacité qui fait qu'on n'a pas réussi à l'emporter, mais on aurait mérité 100 fois d'emporter ce match. Ça, je suis d'accord. Alors, c'était la question au préambule que je voulais vous poser dans un deuxième temps, mais est-ce que c'est plus le changement tactique lyonnais ou c'est volontaire ou le changement tactique, comment dire, qui était rendu obligatoire par les faits de jeu et la blessure d'Ismaili qui a provoqué finalement ce résultat?
Christophe, tu veux embrayer là-dessus? Je crois que vous avez raison tous un petit peu. Et je pense qu'effectivement, la sortie d'Ismaili, le besoin d'organiser la défense et l'équipe complète a fait beaucoup de mal. On a eu beaucoup plus de mal à ressortir de derrière. Le manque d'efficacité à l'avant, je suis d'accord aussi. Le changement tactique de Lyon, le repositionnement de l'effectif de Lyon, effectivement, ça nous a bien embêtés en deuxième mi-temps. On a affaire à un bon entraîneur. Mais il y a surtout un point qui n'ont pas été cités. Et pourtant, c'est vrai que je ne l'aime pas du tout. Mais ils ont un joueur qui a fait la différence dans leur équipe, c'est le gardien. Parce qu'effectivement, on n'a pas été tueur, j'aime pas ce mot-là, parce que ça reste que du foot. On n'a pas été décisif dans la surface, alors qu'on a eu l'occasion de le faire. On a plein d'occasions de le faire. Alors, j'ai pas fait les stats, parce que voilà, Baptiste en général s'en occupe, mais on a l'occasion de marquer. On doit pouvoir gagner ce match, mais il y a un joueur qui a fait la différence à Lyon, c'est leur gardien Lopez. Il fait des arrêts extraordinaires. Je pense qu'avec un autre joueur dans les buts, on va citer personne chez nous, mais ce match, ils le perdent clairement. Mais par contre, si on peut déjà se projeter, moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de joueurs blessés à Lille qui seront pas en état. Et ceux qu'on a vus rentrer, notamment dans le match contre Lyon, on voit qu'il y a un problème physique. Que ce soit Bamba ou Onas, c'est sans doute leur moins bonne prestation. Et donc voilà, plus Ismaili, plus les autres, plus Font qui est pas vraiment au niveau physique, c'est ça surtout qui m'inquiète pour la suite, au-delà du résultat de Lyon. On reviendra tout à l'heure sur l'analyse de l'avant-match de Rennes. Il y a effectivement cette problématique des joueurs qui sont blessés ou qui sont en méforme. Puis il y a surtout à gauche, à l'arrière-gauche, quelle va être la solution pour le prochain match parce que Ismaili est absent jusque la fin de la Coupe du Monde. Enfin, il sera absent sur les deux prochaines journées et Gudmundsson va être opéré. Il sera également absent jusqu'au mois de janvier. Donc il y a un vrai sujet qu'on évoquera tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission. Je vous propose de passer maintenant à vos tops et à vos flops, même si on a déjà avancé quelques pistes. Alors, honneur à l'invité, Stéphane, quels sont les joueurs que tu voudrais mettre en avant à Lille? Donc tes tops, quels sont les flops de ce match? Et est-ce qu'à Lyon, il y a un ou deux joueurs qui ont attiré ton attention? Au niveau des tops, moi, je dirais le côté gauche, Cabella, qui fait du Cabella, c'est toujours le facteur X du LOS, que j'ai cité tout à l'heure, Ismaili. Après, on a un milieu de terrain, moi je suis toujours impressionné par André Gomez. Ça, j'apprécie beaucoup de joueurs. Les flops, David qui manque pas mal d'occasions. Le top du top chez les flops, c'est Diallo qui quand même donne le but, à Lyon, le vrai flop. Et je m'arrêterai là en fait pour les principaux. Alors du côté lyonnais, l'entrée de Le Penant qui aurait dû être expulsé, on en a oublié d'en parler, c'est encore un fait de match. C'était un jaune orangé, c'était quasiment rouge. La passe du match, on aurait peut-être été changé. Mais au niveau du top, je trouve que Le Penant a été quand même. Il a apporté beaucoup quand il est rentré. C'est un jeune joueur, mais qui apporte beaucoup. Le gardien, forcément, hein, à Lyon, parce que si on avait. Le gardien a quand même sauvé. Si David n'a pas marqué, il y a aussi en face un homme qui a fait son. Donc voilà un peu pour mes tops et mes flops côté lyonnais et côté lillois. Christophe, je vais reprendre dans l'autre sens. Donc, est-ce que tu peux nous faire part de tes flops et tes tops? Les flops en dehors du gardien, je mettrai la défense. Alors c'est vrai qu'il est sorti Smiley à la mi-temps, mais voilà, je vais pas faire les flops de la première et de la deuxième. Je mettrai la défense parce que on a vraiment été en difficulté à tous les postes. Et par contre, au niveau des tops, je vais être un petit peu différent de Stéphane parce que c'est vrai qu'il est là pour marquer. Il aurait dû conclure et malheureusement, il y a une telle débauche d'énergie. Il travaille tellement pour l'équipe que j'ai pas envie de le mettre en flop. Donc, moi, David, je suis désolé, je le mettrai pas en flop. Par contre, au milieu de terrain, je suis d'accord avec lui. André Gomez, même il a peut-être pas fait une prestation du niveau des dernières qu'il a pu faire, c'est vraiment un top player en tout cas. Alors, on commence à avoir des réactions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire savoir votre avis. Alors, on a Jean-Marc qui nous dit la sortie d'Ismaili fait basculer le match
car la rentrée d'Alexandro est catastrophique. David mange la feuille de match, un carton rouge qu'on n'ose pas sortir, et Lopez qui nous fait une Lafont. Gérard, l'entrée de Baleba à la 70e, André Gomez cramé, ne paraissait-elle pas une option plus positive pour équilibrer le milieu de terrain après le remaniement tactique lyonnais? Et Trifred, le penant, c'est rouge. Rappelez-vous du rouge à Montpellier. La faute était moins dangereuse et le Montpellierin a été expulsé. Patrice, est-ce que tu es du même avis que nos deux piliers précédents sur les tops et les flops? Alors moi, je suis d'accord avec Christophe. On ne peut pas mettre Jonathan David dans les flops. Il n'a pas la chance de l'avancante sur ce match-là, mais il est quand même en présence. On a vu des matchs où il était un peu en retrait du match et absent, et là, ça n'a pas été le cas. André Gomez, oui. Mais André Gomez, on voit que il a le niveau au-dessus de quand il sera alors, ce qui sera chez nous, parce qu'il sort quand même d'une grosse blessure la saison dernière, mais je pense que c'est un joueur on voit déjà qu'il a du ballon et qu'il a du talent. Et finalement, Cabella également, parce que Cabella, dès qu'il est là, alors, c'est la première fois qu'on perd un match avec Cabella sur le terrain, mais c'est vrai que c'est un joueur qui sent le foot et il a des orientations, il a un vrai rythme de jeu. Donc, ouais, Cabella. Et sur les flops, moi, il y a un joueur, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec lui. J'ai beaucoup de difficultés à l'évaluer son niveau, c'est Diallo. Aussi bien, il peut nous faire un gros match, alors comme il a fait sur le derby, par exemple. Même, bon, voilà, il fait un gros match aussi sur Monaco. Et là, il est complètement à côté. La saison dernière, il était à côté. Alors, la saison dernière, moi, je lui donnais une excuse, c'est qu'il ne jouait pas à son poste. Parce qu'on l'avait mis sur le côté et que ce n'était pas à son poste. Mais même là au centre, c'est quelqu'un que je n'arrive pas à évaluer. Et moi, je sais que dernièrement, j'ai dit si Diallo est en équipe de Portugal, je me coupe un bras. Bah, je ne suis pas loin parce qu'en plus, il est probablement dans les 26 qui vont partir avec l'équipe du Portugal. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec ce joueur parce que je ne vois pas sa valeur. Je n'arrive pas à définir la valeur de ce garçon. Ouais, il est dans les 55 présélectionnés, tout comme José Fonté d'ailleurs, qui fait également partie de la liste. En sachant que Diallo était dans les 23 ou 26 sur la dernière session internationale avec le Portugal. Tout à fait, même si le sélectionneur visiblement n'était pas il a oublié sur le banc. Voilà. Même lui, il ne doit pas trop savoir sa valeur parce qu'il est assis à côté de lui et il ne le fait pas rentrer. Il fait rentrer un attaquant à la place d'un défenseur parce qu'il ne sait pas qu'il est là. Mais voilà, Diallo. Et à Lyon, tu as repéré des joueurs? À Lopez, alors moi je suis d'accord avec Christophe. Hein. Ces joueurs, je crois que c'est un des joueurs qu'on peut haïr. C'est un peu le Guendouzi marseillais. Voilà, il y a des joueurs comme ça qu'on déteste très très vite. Mais ouais, sur le match qu'il nous fait là, et c'est pas la première fois, hein, c'est un gardien qui. Alors, il rajoute beaucoup de côtés spectaculaires dans beaucoup de ses arrêts. Il pourrait être beaucoup plus simple, mais ça rajoute du spectaculaire, mais il leur sauve le match, quoi, parce qu'à un moment, on peut mener 2 ou 3-0 avec un gardien lambda, ouais, ça passe. Et quand on dit que ça ressemble à ce que Lafont nous a fait contre Nantes, c'est exactement ça. C'est ces matchs-là où les gardiens. Et souvent à Lille, c'est le cas. Hein, quand on voit Mandanda, quand il venait avec l'OM, il nous faisait le même genre de match. Je ne sais pas pourquoi. Les gardiens, souvent, quand ils jouent contre nous, ils ont un côté à flamber et à être super bons. Alors, on a d'autres commentaires. On a Jean-Marc qui nous dit quand on n'arrive pas à marquer, ne faudrait-il pas jouer le nul et fermer la boutique? Ça ferait plus de points avec Lorient. Et on a Chauve de Garni, donc qui nous dit Chauve, fan du LOSC et portant un t-shirt de Pink Floyd, Georges a tout bon. Et il a tellement tout bon qu'on va lui laisser la parole pour ses tops et ses flops. Merci pour cette transition à Chauve qui peut de Garni. Ouais, bah non, au niveau de. Bah, vous allez revenir sur le cas de Diallo, mais justement, c'est bien. C'est bien ce qui a fait basculer, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet papillon avec la sortie d'Ismaili qui fait que on s'est retrouvé un petit peu moins bon partout, puisque d'abord, il a fallu qu'on mette Diakité côté Ismaili et ce n'est pas tout à fait le même niveau.
il a fallu qu'on renonce à la charnière centrale et qu'on remette Diallo sur une aile. Et je pense que tu l'as évoqué, Patrice, le vrai problème de Diallo, c'est que latéral, on l'a vu toute la saison dernière, ça a été catastrophique. Il n'est pas du tout adapté à ce poste. Et puis, bah, Alessandro qui rentre, c'est un peu tendre. Je voudrais y insister aussi parce que c'est vrai que c'est la faillite côté Diallo, mais il y a aussi pour le coup, sur sa rentrée, alors je l'ai souvent fanté, félicité, mais là, au niveau défensif, il ne fait pas le boulot non plus. Si vous regardez bien, c'est Ounas qui laisse aussi le boulevard sur le côté à ce moment-là. Donc, évidemment, le flop ne peut regir qu'à cet instant du match parce que le reste du temps, on a une maîtrise absolue. Et moi aussi, bah, le super gros top, ça a été ce magnifique joueur au milieu de terrain qui s'appelle Benjamin André Gomes, parce que il y a une espèce d'unité comme ça qui a complètement éteint le milieu lyonnais, et de ce fait, ayant éteint le milieu lyonnais, a complètement éteint l'équipe. Et c'est vrai aussi que notre déclin correspond aussi au moment où justement André Gomes, on le sentait physiquement pas bien du tout, jusqu'à le sortir parce que ces 10 dernières minutes sur le terrain, sent qu'il n'y est plus du tout, il est carbonisé. Après, David, c'est compliqué, c'est évidemment, c'est tout le paradoxe et la cruauté du truc de faire le parallèle entre ce qui provoque en termes d'occasion et puis bah, ce qui gâche. Mais moi, il me fait un peu penser, vous savez, des joueurs comme ça ou Cavani. C'est vrai qu'il y a pas mal de déchets, mais ils provoquent tellement d'occasions que bah, voilà, quoi, ça fait partie du spectacle. Donc, j'avais envie un peu de le mettre en flop, mais le ballon sur la transversale, comment on peut lui reprocher, quoi? C'est une affaire de 2 centimètres. Ça tombe juste en dessous, c'est le coup de génie, le buteur plein de sang-froid, c'est fabuleux. Et côté lyonnais, bah, un flop qu'on n'a pas évoqué, mais d'ailleurs, je crois que sa sortie devant a fait du bien aux Lyonnais, c'est Dembélé. J'ai toujours pas compris ce qu'il pouvait faire devant, en tout cas sur ce match-là. Puis évidemment, au niveau du top, bah, Anthony Lopez, qui est juste l'homme du match, c'est lui qui va permettre aux Lyonnais de rester en vie. Parce que même si on va chercher finalement la cause et l'origine du but, à la mi-temps, il doit y avoir un 3-0 sans qu'il n'y ait rien à dire, quoi. Alors, le tournant du match, on a évoqué tout à l'heure le revirement tactique de Laurent Blanc, qui, dans ses déclarations, dit que cette victoire était beaucoup plus dure que celle de la semaine précédente et que Lille est une très belle équipe et qui va en faire souffrir beaucoup. Donc, il est gentil et fair-play. Mais bon, il confirme que son changement tactique à la mi-temps est pour lui le tournant du match. Est-ce que c'est la sortie d'Ismaïli ou est-ce que c'est finalement cette non-expulsion de Le Penant sur la faute de Gomez? Qu'est-ce que vous pensez en fait? Quel est pour vous ce fait majeur du match, Stéphane? Évidemment, il y a l'expulsion de Le Penant, vu que c'était orange et rouge, mais ça, c'est une question d'appréciation de l'arbitre. Mais je pense que ce qui a beaucoup. Il y a les deux événements. C'est la sortie d'Ismaïli. On ne sait pas ce que serait devenu la deuxième mi-temps si Ismaïli était resté là, s'il n'y avait pas eu ces chamboulements en défense. Et puis, le brio de Laurent Blanc d'enlever un défenseur pour remettre un milieu pour équilibrer un peu les débats. Donc, je suis un petit peu perplexe. Tirer des conclusions sur un match comme ça, avec le changement qui a eu lieu à la mi-temps, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. Je n'ai pas d'autres avis. Je suis un peu frustré de la sortie d'Ismaïli. Et moi, je reste persuadé que si Ismaïli était resté, on n'aurait jamais encaissé de but. Christophe, Patrice, Georges, est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? Moi, j'aurais vraiment mis en premier la barre transversale parce que mener 1-0 à Lyon, je les vois pas revenir sur ce match parce que même si on n'arrive pas à marquer, ils marquent sur un fait de jeu, d'accord. On se rate sur une occasion, mais je pense que la tête sous l'eau à 1-0, c'est plus le même match du tout et c'est eux qui courent. Et là, je pense que les occasions, on en a eu, on en aurait encore eu, et peut-être qu'avec un petit peu de chance, effectivement, on en aurait conclu au moins une deuxième. C'est vraiment un jeu qui nous va bien, de mener 1-0, et derrière, c'est rare qu'on
perdent. C'est très très rare. Je pense qu'un grand statisticien aurait pu nous sortir ça, mais quand on mène 1-0, en général, ça se termine plutôt bien. Donc pour moi, le fait de match, c'est vraiment ce ballon qui va frapper la barre. Alors voilà, peut-être manque de lucidité, je sais pas, mais en tout cas, c'est dommage, quoi. Alors, on parle de grands statisticiens et sur les commentaires, on a Baptiste qui nous dit à 1-0, on gagne complètement, oui. Mm. Georges, je te vois opiner du Oui, oui, chef. oui, oui. Moi, j'en étais un petit peu à ça, c'est-à-dire que le tournant des 3 points, c'est cette barre transversale, parce qu'en effet, je rejoins totalement Christophe, je crois que ça change complètement la configuration du match. Donc, le tournant de notre victoire, il doit se situer à ce moment-là où je pense qu'après on déroulait. Et puis, l'espèce de remplacement, d'enchaînement de circonstances qui ont entraîné la sortie d'Ismaili, qui pour moi génère le fait qu'on ne prenne pas non plus un point, qu'on rentre bredouille de Lyon, quoi. C'est vraiment un mauvais alignement de planète avec pour moi ces deux grands tournants, et sans doute que Blanc derrière aura trouvé l'opportunité ou flairé le bon coup, en tout cas sur le côté où il devait jouer, quoi. Alors pour Trifred, c'est le rouge, le fait majeur, parce que Le Penant, c'est le joueur qui a fait du bien aux Lyonnais en deuxième mi-temps. Et puis il regrette qu'une faute comme ça ne soit pas sanctionnée à sa juste valeur, d'autant plus qu'il y a la VAR qui normalement aurait dû permettre d'analyser plus finement cette faute. Patrice, tu n'as pas réagi sur le sujet, tu veux rajouter Non, quelque chose? non, je rejoins Christophe. Et Georges, effectivement, c'est la barre transversale. Tu mènes 1-0. Je pense que, alors, c'est pas plié parce que c'est. Après, il peut y avoir aussi des changements tactiques en deuxième mi-temps. Parce que Blanc, c'est quand même un tacticien aussi. Donc, voilà. Pour moi, l'expulsion, ça change. Alors, oui, ça change parce que Le Penant fait un gros match. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, à jouer à 10 contre 11, l'impact, il est pas si important que ça en Ligue 1. On a vu plein d'équipes qui à 10 contre 11, on l'a vu à Lorient d'ailleurs, je ne sais pas contre qui. Ça impacte beaucoup moins, quoi. Alors oui, il a eu un impact dans le jeu. Je pense que c'est surtout le but. Et puis il y a aussi, moi dans les tournants, il y a aussi la frappe de Gomez ou que va chercher Lopez juste dans la lucarne, quoi, peut-être 5 minutes avant le but aussi, quoi. Donc il y en a plein des tournants finalement. Et au final, on se fait punir, quoi. Ah, Pierre Ambroise nous rappelle qu'il y a une action litigieuse sur ce rouge qui n'est pas attribué à Le Penant, qu'il y a aussi des actions litigieuses sur des mains lilloises dans la surface qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre. On a... hop, C'est même à se demander si la VAR fonctionnait, parce que ça fait quand même beaucoup sur ce match. Ouais, mais c'est à Lyon, donc il y a toujours des trucs qui se passent à Lyon. Donc, Ouais, les deux pénaltys, il y en a un premier, le nouveau règlement veut que le ballon tape d'abord la poitrine d'André avant la main. L'autre, je suis un peu plus circonspect, mais c'est semble pas non plus que ce soit des très gros oublis, quoi. voilà, donc Pierre Ambroise, donc effectivement, insiste sur ce penalty sifflé contre nous. Peut-être, alors Jean-Marc, peut-être qu'en jouant plus simple et direct sur les actions de but, une frappe appuyée plutôt qu'à lobe, effectivement, peut-être, mais malheureusement, on ne le saura jamais. non, parce que l'action, je te coupe, mais l'action, elle est super bien jouée. Euh, Il fait le geste qu'il faut faire au moment où il faut le faire, quoi. Donc, Et on a Baptiste qui a une explication pour les problèmes de VAR, c'est que Olas aurait perturbé la connexion, peut-être entre le bus régie et l'oreillette de l'arbitre. On ne le saura jamais, ce grand complot. Alors moi, je voudrais terminer cette analyse de ce débrief du match de Lyon par une question à la con. Une question à la con à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est une remarque que je me suis fait. J'ai entendu la déclaration d'Olivier Létang juste à la fin au coup de sifflet final. Comment analysez-vous le fait qu'il intervient quasi systématiquement toujours en fin de match après une défaite et jamais après une victoire? Personne ne veut répondre? si. Patrice. Faut pas oublier une chose, c'est que l'étang aujourd'hui, alors, il est le président du LOSC, mais on sait qu'il n'a pas décidé l'avenue de Fonseca. On sait qu'il n'a pas grand-chose dans les mains actuellement. Et il faut qu'il intervienne. Et je crois que les seules interventions qu'il puisse faire aujourd'hui, l'étang, c'est quand ça ne gagne pas. C'est pas lui qui a choisi Fonseca, et on le sait. Donc là, l'attaque, elle était quand même
plutôt bien ciblée par rapport à l'attaque qu'il avait fait avant le derby, qui était très ciblée sur les joueurs. Là, elle est vraiment, pour moi, elle est vraiment très, très ciblée sur Fonseca. Mais c'est pas pour rien. Bien sûr, vous savez qu'au bistrot d'Aliosk, on ne fait pas de polémique. Après, Est-ce que... il fait son job aussi. Enfin, c'est le président. Il y a une défaite. Quand il y a victoire, il y a victoire. C'est comme n'importe quel boss. Je pense qu'on a tous déjà été confrontés à ça. Quand ça va, ton boss, il te laisse plutôt tranquille. Par contre, quand ça va pas, c'est là où il vient sonner à ta porte quand t'en as une. Et puis voilà. Et puis de temps en temps, ça fait du bien aussi. Donc, de rappeler que c'est lui le patron et que il faut se bouger et qu'il y a un match qui arrive très vite. Et que peut-être aussi, c'est une façon de mettre la pression derrière pour le match suivant, plus que pour le match qui vient de se passer. Je suis d'accord avec toi, mais on en parlera après. Il ne veut pas perdre contre Rennes. Ah, Je ne sais pas pourquoi. Ça. Il y a un truc avant. C'est son derby à lui. Ah, C'est son derby. c'est son match. Je crois qu'à Rennes. Il en a deux. Il a Paris et Rennes. Bon, et je rajouterais Strasbourg aussi pour leur coach. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est fait. C'est fait. Oui, ça, c'est fait. Paris aussi, c'est fait. Hein. Voilà, après, si tu nous dis qu'il n'avait pas envie de perdre contre Paris, ça ne nous rassure pas pour le match de Rennes. On en parlera plus tard du match de Rennes, non? Tout à fait. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, donc un point un peu magazine sur l'effectif. On remarque cette année que contrairement aux années précédentes, donc j'associe les précédents entraîneurs, Galtier et Gourvenec, on voit poindre dans l'équipe première des jeunes. On a Chevalier qui est devenu titulaire dans les conditions qu'on a largement déjà évoquées ici. On voit Carlos Baleba qui fait des entrées régulières en fin de match et on voit Lenny Yoro toujours présent sur le banc qui fait quelques rentrées, qui a eu une titularisation. On va parler des jeunes, de cette utilisation des jeunes. Ça tombe bien, on a Stéphane. Stéphane, qu'en penses-tu? Alors, globalement d'abord, est-ce que Fonseca est un joueur, est un entraîneur qui est réputé pour ça, qui s'intéresse auprès à la formation lilloise? On le voit de temps en temps au match de jeunes. J'ai d'ailleurs vu même le président Létang était venu au dernier match des U19. Ils viennent régulièrement. Fonseca, je l'ai vu et tout son staff. Il est venu à un match de National 3 il y a quelques semaines, c'est un match. Mais sinon, on ne les voit pas régulièrement. En ce qui concerne les jeunes, jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, le gros flop, le seul joueur qui était à peu près au niveau pour jouer avec les pros, c'était Chernias, qui est parti. On n'a jamais trop compris pourquoi. Il a été prêté en Grèce, au Panathinaikos. Il est titulaire toute la deuxième partie de saison. Puis après, bouf, il ne joue plus. Donc, il s'en va en janvier dernier. Mais après, pour qu'il y ait des jeunes dans une équipe, il faut qu'il y ait un entraîneur qui veuille les utiliser. Et dans ce domaine-là, on se rend compte que Paulo Fonseca fait ses choix. Il a quand même, à un moment de la saison, choisi Lenny Yoro plutôt qu'Alessandro. Sur un match, il a fait un choix très fort en choisissant Lenny Yoro. Et sur les entrées de Carlos Baleba, il y a toujours Jonas Martin qui joue au même poste et qui préfère toujours, Paulo Fonseca a toujours préféré faire entrer Carlos Baleba plutôt que Jonas Martin. Donc je trouve qu'il faut aussi, il faut que la sauce prenne, mais il faut que les joueurs soient au niveau et que l'entraîneur ait envie de les promouvoir. Il n'est pas sûr qu'un Carlos Baleba, il y a 3 ans, il aurait joué avec Galtier, par exemple. Maintenant, ces 3 joueurs, c'est quand même du haut du panier. Baleba est arrivé en janvier l'année dernière. Dès son premier match, c'est tout juste, il n'était pas déjà capitaine de l'équipe, il a orienté les joueurs, et on voit que c'est un joueur, même qu'il n'a pas encore, il est de la fin année 2004, mais il est très puissant physiquement, et puis il n'a peur de rien, il y va, c'est un futur top player. C'est clair que ce joueur-là va être titulaire à plus ou moins long terme, mais là, il commence à gagner un quart d'heure, une demi-heure. À mon avis, l'année prochaine, il ne sera pas loin d'être titulaire. On a vu Lucas Chevalier prêter 1 an à... Excusez-moi. À Valenciennes. Prêter 1 an à Valenciennes et qui a réussi à avoir sa chance, il a saisi. Je serais un peu plus circonspect sur les Euro qui ont encore besoin de temps
formation, de formation. Mais ils sont en train de le préparer, à mon avis, pour la succession. J'ai un chat dans la gorge, j'ai rien à faire. Un chat chez les dogs, c'est jamais bon signe. J'en ai un qui est à mes pieds, mais c'est pas grave. Mais ils sont en train de le préparer pour la suite, à mon avis, pour prendre la succession, être dans la rotation, gagner une place dans la rotation, passer numéro 4 et numéro 3 ou la saison prochaine. Mais c'est des joueurs qui méritent assurément leur place. Alors, les membres, les piliers du bistrot qui regardaient ça d'un peu plus loin, comment vous prenez ce signe finalement d'intégration des jeunes dans l'équipe? Ça vous fait plaisir? Au-delà de faire plaisir, c'est surtout qu'on remarque qu'on a enfin des jeunes de qualité, parce que des jeunes, on en a eu tout le temps, mais par contre qui étaient capables d'intégrer l'effectif professionnel et de jouer, surtout parce que l'important, c'est de jouer pour eux. Si c'est pour les garder sur le banc ou en équipe réserve, il n'y a pas grand intérêt pour eux. Mais là, le fait qu'ils soient intégrés à l'équipe, je vois ça plutôt comme un point positif et une forme d'intelligence du coach qui va pas les griller non plus, à les faire jouer tous les matchs et y aller comme ça à petite dose et qu'ils apprennent le métier, parce que c'est un niveau quand même qui est différent. On en a déjà discuté assez souvent et voilà, c'est ça surtout que je vois, c'est que il va pas aller griller Yoro à tous les matchs, pas parce qu'il a fait une bonne prestation. Voilà, on apprend le métier doucement et ça, c'est important. Je te vois opiner, Georges. Est-ce que tu es du même avis? On a un Lucas Chevalier finalement qui est un non-événement parce que c'était très attendu, mais la bonne surprise, c'est Lenny Yoro et Carlos Baleba. Yoro, on en a parlé évidemment, je crois que le gamin a 16 ans. Peut-être pas le cramer trop vite. Et je pense que c'est sympa le message qui lui a été envoyé, titulaire sur un match comme ça, au milieu d'une saison. C'est que c'est une façon de lui dire qu'on compte sur lui, qui fait partie au-delà de simplement un garniture de banc. Il a vraiment. Après, la question que je me posais, parce qu'évidemment, on parle du choix d'entraîneur, mais il y a quand même eu. Là, je parle sous le contrôle de Stéphane, un choix politique pendant les années Lopez qui était justement la formation, on la met en stand-by, quoi. On va acheter des. Enfin, c'est ce qui s'est passé aussi pendant. Ce qui fait aussi, je pense que pour relancer la machine, on l'a eu avec Van Damme, c'est pas un truc qui repart comme ça de manière spontanée, instantanée. Aujourd'hui, on en a 3, en effet, 3 qui sont très bons. J'espère que ça va venir s'étoffer parce que ça renvoie quelque chose, l'air de rien, aussi à l'identité d'un club. C'est drôle à dire, mais évidemment, on a été champion de France avec une équipe magnifique. Mais on l'a vu l'année suivante, quand sous l'ère Gourvenec, les joueurs ne sont pas partis. Il y a eu un état d'esprit qui était un petit peu étrange, qui était plus tout à fait impliqué. Et moi, je repense à d'autres époques. On avait comme ça des joueurs emblématiques qui étaient des enfants du Sérail, par citer les Debuchy, les Dumont, il y en a à foison. Le titre 2011, le titre 2011, la moitié de l'équipe, c'était des joueurs formés au club. Voilà. Il y a donc après, je pense que ce retour aux sources est intéressant, mais j'imagine que ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, qu'on ne va pas comme ça reformer des pépites. Je crois qu'on avait reçu une fois Jean-Michel Van Damme qui expliquait justement qu'il y a un temps long pour. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on décrète la formation que du jour au lendemain, on va de nouveau avoir une flopée de jeunes. Mais là, on en voit arriver. Et c'est vrai que moi, l'exemple de Baleba m'a beaucoup. Bon, Chevalier, c'est évident pour dire circonstances. Je crois que c'était un rendez-vous attendu et il a quand même eu une saison en Ligue 2 qui n'est pas rien, où il s'est imposé comme un taulier, donc il a eu une marche. Mais moi, ce qui m'a impressionné, ça a été Baleba depuis qu'il est là, et notamment son entrée dans le derby, qui était un match très tactique, très serré, où on sait que ça se jouait sur pas grand-chose. Et le gamin, il est rentré, mais on a l'impression d'avoir vu arriver un taulier qui gérait le truc. Mais Georges, même en saison, lors des matchs de préparation, Baleba, c'était déjà bien installé. On le sentait, mais là, on le voit en plus sur un match où on sait qu'il y a un enjeu exceptionnel. Pour m'avoir discuté avec Jean-Michel Van Damme, il n'était pas théoriquement prévu que Carlos Baleba intègre le groupe professionnel dès cet été. Mais il n'a pas été formé au club. C'est lui qui a gagné sa place lors de la préparation. Il est arrivé après, c'est pas. Alors après, si on parle de l'incidence de l'entraîneur, Badreddine Bouanani, qui était normalement le top du top des joueurs ici à Lille, c'est en 2004, donc comme Baleba. Il est à Nice, vous ne l'avez pas encore vu jouer en Ligue 1. Pourtant, c'est le top player. Stéphane, Baleba n'a pas été formé à Lille.
Non, il est arrivé à 18 ans, il vient d'arriver en D'accord. janvier. Voilà. Il C'est est, aussi important, hein. il est en post-formation, lui. Post-formation, mais il vient des brasseries de Douala, d'où est venu en particulier, je pense que Jean de Macoun vient de là-bas. Henri Ouanet, il y a quelques années, vient de là-bas aussi, des brasseries de Douala du Cameroun. Bon, Il me un fait jour- penser un peu à Soumaré, ce garçon. Ouais, ouais, bah oui. Ouais. Patrice, un jeune qui vient des brasseries de Douala, ça doit plaire à un dog d'honneur. Ah, nous, on adore ça. Nous. Non, sérieusement, moi, je trouve que la gestion de Fonseca est hyper intelligente sur les jeunes. Ouais. Alors, on ne sait pas, moi, je ne le connais pas plus que ça, Fonseca, mais il a fait rentrer Chevalier au bon moment, il ne l'a pas lancé en début de saison. Alors, bon, ça nous a fait peut-être perdre des points, mais le débat, il n'est pas là. Yoro, il le prend, entre guillemets, à dose homéopathique au bon moment. Il aurait pu le cramer sur le match de Monaco, où il pouvait le faire jouer parce que Fonte n'était pas là. Et justement, il ne fait pas jouer Fonte. On prend 3 buts, donc imaginons. On ne sait pas ce que ça aurait. Je trouve qu'il a une vraie intelligence dans sa gestion des jeunes. Il les fait jouer petit à petit, et effectivement, petit à petit, ça monte. Baléba, tous les matchs, il reprend 5 minutes, ce que disait Stéphane, quoi. Il a joué 5, il joue 10, il joue 15, et plus il joue, plus il est bon, parce qu'il le fait rentrer, il ne va pas les cramer. Il n'est pas là-dessus pour les cramer. Et moi, de ce que je sais, parce que j'ai vu aussi, j'ai eu des échanges aussi avec plusieurs personnes, l'état du centre de formation du LOSC au départ de Lopez, après Campos, c'était une terre brûlée quand même, quoi. Il restait pas grand, il restait honnêtement, non, il restait quand même pas grand-chose sur ce que tu pouvais mettre en Ligue 1. Non, faut quand même respecter le. Moi, j'étais ami avec Fernando Dacruz et je suis ami avec Jean-Michel Van Damme. C'était pas la terre brûlée. Il faut pas. Il restait qui? Il y a des joueurs, on va en parler. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient là. Le problème, c'est que les joueurs qui étaient prêts à signer pro, il faut se rappeler qu'il y avait quand même Nathan qui est parti qui est parti à Parme en Division 2, qui était un joueur encore en 2004, qui était bon, ils sont pas tout à fait mis d'accord sur le niveau salarial au LOSC, mais c'était quand même un très bon joueur qui était là depuis plusieurs années, qui faisait progresser d'année en année. Il y a Badreddine Bouanani, mais là c'est une question de prime à la signature, il est parti, préférait lui partir à Nice. Non, on ne peut pas parler de terre brûlée. Là, c'était un boulot. C'était un boulot. Non, là, si tu veux, là, c'est une. La Voix du Nord qui a voulu lancer une polémique. Je suis. D'ailleurs, de ce côté-là, Jean-Michel Bonhomme est un petit peu revenu. Je le connais bien, je discute tous les dimanches avec lui. Il est un peu revenu sur ses propos. C'était pas la terre brûlée, les jeunes, ils continuent. Alors, quand je dis terre brûlée, tu as aussi beaucoup qui ne sont pas restés. Parce que tu en as quand même 2 très bons qui sont aussi partis à Angers au moment où ils auraient pu signer pro, parce qu'ils se sont retrouvés aussi un moment avec une barrière qui faisait que, de toute façon, ils seraient passés pro, mais ils ne jouaient pas, quoi, tu vois. Parce que, en fait, la politique terre brûlée, c'est surtout au niveau de Campos qui a sa politique était d'embaucher des joueurs en post-formation. Ouais, c'est ça. Diallo et compagnie sont arrivés à 18-19 ans. Donc, en fait, la formation ne servait plus à rien parce que tous les joueurs du LOSC qui arrivaient à maturité étaient barrés par des joueurs de 18-20 ans qui étaient pris par Campos, qui arrivaient d'ailleurs. Il y avait une espèce de plafond de verre en fait au niveau du centre de formation qui empêchait les jeunes vraiment formés au LOSC d'arriver en équipe première. Il y avait ces joueurs qui venaient de nulle part qui prenaient leur place. En fait. Comme dit Patrice, il y a Noah Fatah qui est maintenant dans le groupe à Angers. On l'a perdu, mais pour des raisons financières, Badreddine Bouanani. On a perdu Nathan Buyaya qui est là. Là, ça ne s'est pas joué à grand-chose, on l'a perdu. On a quand même perdu 3-4 très bons joueurs qui auraient pu déjà. Chernias, mais là, il y a aussi une partie de joueurs parce qu'il est un petit peu nonchalant. Ça fait quand même 4-5 joueurs. Comment il s'appelle? Bacha, il est où? Baka. Mika. Non, Baka, B-A-C-A, qui à un moment. Non, je ne connais pas. Si, qui était. Bika. Ouais, Bika, excuse-moi, c'est un. Ah non, mais Bika, il a oublié qu'il était un footballeur professionnel. D'accord, parce que lui, on l'a vendu il y a 2 ans comme. Oui, non, mais il y en a 2 aussi, quoi. Il y en a deux qui doivent se faire un petit peu opérer. Là, c'est le deuxième, c'était Idi Ouattara. Idi Ouattara, qui était très fort à l'époque là en Youth League, hein, c'est lui qui nous avait qualifié la première Youth League en allant marquer un doublé à Valence. D'ailleurs, il était prêté après à Valence, qui nous a fait passer le tour préliminaire. Là, on avait quand même éliminé, c'était Chelsea qu'on avait éliminé. On s'était qualifié avec l'Ajax.
Mais Ili Ouattara, bah, il a un peu flambé, enfin, il n'est pas redescendu sur terre. Et José Bica, c'est un petit peu le même cas. Il a signé son contrat pro et depuis, il est parti un petit peu en vrille. Et il faut qu'il redevienne un joueur de foot, donc on n'est pas prêt de le revoir dans les prochaines semaines. Et C'est vrai que c'était deux joueurs qui étaient très proches du maillot rouge. et Encore, tu me on et tu me rajoute fais rire 4, 2 et 6. quand tu parles de Valence, pour finir là-dessus, tu me fais penser aussi à quelqu'un, c'est Kogolan. Qui fait de Non, Kogalan, c'est un petit peu différent. Kogalan, en fait, ils nous l'ont fait. C'est un tout jeune joueur qu'ils ont fait miroiter, qui ont été présentés à la presse à l'époque, mais Kogalan n'a jamais confirmé. Ouais, c'est ça. Aline, il n'a jamais joué en senior, en équipe Mmh. réserve, parce qu'il n'avait pas le Il n'est niveau. pas de niveau. C'est un technicien, mais dès qu'il y avait un épaule-épaule, il se faisait masser. Hein. Donc, J'ai il connu était très arrivant. fort Ouais. techniquement, mais pas du tout adapté, hein, Kogalan. Alors, il y a Trifred qui nous dit on a eu certains jeunes qu'on n'a pas su faire éclore comme Pavard et Terrier. Il faut faire confiance à certains jeunes en leur donnant 30 minutes par-ci et par-là. C'est ce qu'on disait. C'est ce que Oui. semble faire Fonseca. Pour finalement assurer la transition avec ma deuxième question sur est-ce qu'il y a encore des joueurs qui seraient susceptibles d'arriver à court ou moyen terme dans cette équipe première. On a Jean-Marc qui nous rappelle que les résultats de la réserve sont inquiétants si on veut se baser sur les jeunes. Comment on analyse ça, ces résultats difficiles en National 3? Bah, c'est une question de confiance. Et puis l'équipe réserve, elle est avant-dernière actuellement. Mais c'est, disons, en fait, au niveau du club, on a choisi de rajeunir toutes les équipes. Donc, tu en payes un peu le prix. Hein. En fait, en équipe réserve, tu n'as quasiment que des U19. Ce qui veut dire que ton équipe U19, quand tu regardes les résultats, ils sont 5e, 6e, 7e, 8e. Bah oui, parce que tes meilleurs U19, ils sont déjà en National 3. Et quand tu rencontres d'autres comme Amiens, comme d'autres équipes U19 professionnelles, bah, tu n'es pas dans le même cas, donc tu te fais battre. Parce qu'en U19, tu as beaucoup de U17. Et donc, les prochaines générations, donc bon, on pourra en parler éventuellement tout à l'heure, mais en National 3, il n'y a pas tellement de potentiel à très court terme pour intégrer Noyau Pro. Il ne faut pas se voiler la face. À part peut-être le Belge, là, on va parler tout à l'heure pour le poste latéral gauche. Mais moi, je vois par contre venir, parce que moi, les générations qui m'intéressent sont celles qui sont derrière. En U17 et U16, tu as quand même quelques pépites de très très haut niveau. Enfin, tu en as une, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui me rappelle un petit peu Lenny Euro dans son. Peut-être même en plus fort, qui devrait arriver d'ici. C'est en 2007, donc il faut quand même laisser venir. Mais c'est un milieu défensif de grande qualité qu'on devrait voir dans les années. Mais il faut, pour les générations, là, les 1 an ou 2 ans qui viennent, on en a laissé partir, on a compté tout à l'heure 6 ou 7. Il faut que ça soit constitué. Donc, on parlait de terre brûlée tout à l'heure, on ne peut pas parler de terre brûlée, j'aime pas trop ce terme. Non, le terme est peut-être mal approprié. On a laissé partir un certain nombre de joueurs, et forcément, si cela est en partie, bah, il faut que les plus jeunes arrivent. Quoi. Donc, ça ne va pas se faire tout seul. Tu voulais pas citer de nom, mais allons-y. Si, je peux. Si, il y a un joueur sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, c'est un milieu défensif qui est toujours double surclassé, il s'appelle Ayoub Bouhadi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est un milieu défensif qui me rappelle un petit peu Lenny Euro par son calme, il garde le ballon, enfin c'est un très très bon joueur, milieu défensif, qui joue pour le moment en U17, mais qui à mon avis dès janvier va basculer en U19. Je ne vous dirai pas à qui il comparait Mika Delettré, qui est directeur du centre de formation de Toulouse, mais il comparait à un des plus grands joueurs qu'a eu le LOSC ces 15 dernières années. Nationalité belge. On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom, mais pour te dire le niveau du joueur estimé. Un des plus grands joueurs. C'est vraiment une vraie pépite. Gianni Bruno. Divock Origi. Ah, Origi, Divock Origi, c'est très bon. Je l'ai vu, il a gagné la Ligue vu des arriver à Champions, 16 quand ans. Gianni Bruno. Mais on les voit. Bon, moi, je suis. Ah, vous allez rigoler, mais moi, je préfère aller voir un match de U16 ou de U17 ou de U15, un match des pros, parce que je discute après avec les entraîneurs. Ça me permet de voir évoluer au fur et à mesure des années les joueurs. Et je me trompe assez rarement. Lucas Digne, on l'a vu tout de suite qu'elle est percée. Benjamin Pavard, je l'ai vu. Martin Terrier. On sent les joueurs qui sont au-dessus, on les sent quand on les voit. Ça se repère. Le joueur donc, que je viens de vous parler, mais on tait le nom, n'est-ce pas? C'est un futur, c'est un très bon joueur. Hein. Il y en a d'autres, hein, mais moi, c'est un joueur que je vois. Alors après, il y en a ceux qui vont voir jouer les U19. On a un numéro 10
qui s'appelle Hichem Ferra aussi, qui est en U19, qui est un vrai moteur pour l'équipe. Après, le problème, quand on les voit en U17, U16, U17, U19, il y a le passage du jeu gamin, du jeu pas très structuré U16 à U17. Après, il y a la barrière U19, la barrière réserve. Donc, il faut voir comment après, parce qu'il y a beaucoup d'étapes par exemple au niveau pro. Il y a un peu de chance parfois, et c'est jamais très évident. Mais non, il y en a quelques-uns qui arrivent. Il y a quelques jeunes qui arrivent de qualité, on va dire, de très grosse qualité. D'accord. Donc, on a vu ce matin à l'entraînement, il y avait quelques jeunes qui étaient dans le groupe. Sur le Oui, poste, il y avait le latéral droit Simon Ramé. ouais. Et le problème, c'est que devant lui, il y a Zedatka et Diakité, donc je le vois mal percer. Il y avait les deux milieux de terrain qui ont signé pro, Hugo Ragoubert et puis Matteo Maccabé. Mhm. Matteo Maccabé était formé à Lyon. Bah, ils ont fait la période, qu'on s'appelle la préparation. En fait, c'est les jeunes qui ont fait la préparation avec Fonseca en avant-saison, qui continuent à venir de temps en temps. Donc Hugo Ragoubert et puis Matteo Maccabé. Je mise personnellement plus sur Matteo Maccabé que sur Hugo Ragoubert. Mais ça va être compliqué pour eux d'arriver au plus haut niveau. Et puis, il y avait qui encore en jeune J'ai pas tout noté. Ah. Alors, sur la. Après, devant, il y a l'attaquant Yamin Sousa qui vient Oui. de signer pro. Mais lui, il devra passer, à mon avis, par une case prêt d'aller dans le groupe au-dessus, je pense. Alors, on a Jean-Marc qui nous parle, qui nous demande, et Capi. Capi, il est pas reparti en Il est Turquie? parti en Turquie. En Turquie, Il c'est s'est jamais ça. adapté. Il s'est jamais adapté. À, Il est parti en à Turquie. Denise Sport, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était un. On disait oui, il a joué pro à 16 ans, mais en fait, c'était je dirais, un Kogalan bis, quoi. Il n'a pas jamais réussi à bien percer. Mais c'était surtout une question d'adaptation à la vie d'ici. On ne sait pas Alors, trop ce qu'il hmm. aurait pu devenir. Alors, Georges est en train de penser, il va quand même pas oser la faire. Ben, si je vais le faire, jouer dans le groupe des pros Maccabée un jour de Toussaint, c'est quand même sacrément paradoxal. Georges, Christophe ou Patrice, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce chapitre sur nos jeunes? Ben, moi, c'est plus une question, donc, pour Stéphane, parce que, comme tu l'évoquais, c'est pas tant le problème qu'on n'ait pas eu de jeunes sous l'ère Lopez, c'est que surtout, finalement, Campos avait un peu verrouillé l'accès de la formation à l'équipe première. Et moi, la question que ça me pose, c'est me demander quand même au niveau local les répercussions que ça peut avoir. Enfin, je me mets à la place d'un papa qui a un jeune un petit peu talentueux et se dire, tiens, je vais l'envoyer à Lille, mais finalement, si je l'envoie à Lille, il va dans le mur. Est-ce que j'aurais pas tendance plutôt à l'envoyer dans un club où il y a une véritable passerelle entre la formation et le projet pro. On sait que Lille a été un club de ce type, mais on connaît beaucoup de clubs qui fonctionnent comme ça, où on voit les effets de la formation. Lyon, le club qu'on a affronté dimanche dernier, est un modèle du genre. Je me souviens, dans les jeunes années, on a connu le Grand VA dans les années 70, la JOCR dans les années 80, Sochaux. Donc, ces clubs formateurs où quantitativement, ça amenait aussi énormément de jeunes arrivés. Donc là, est-ce que finalement, ça n'a pas aussi un petit peu sur le quantitatif enrayé un processus de Non, détection non, parce C'est qu'en une fait, question, je ne sais pas. non, parce qu'en fait quand on regarde dans la région, il y a les deux clubs élites, c'est Lille et Lens. Donc après, les parents, ils sont soit, on va dire, supporters de Lens ou de Lille, donc ils vont plutôt aller les mettre à Lille ou les mettre à Lens. D'ailleurs, il y a un joueur, je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui s'appelle Ruben Akale, qui a migré en U16, Oui, 2007, qui vient à Lille, qui est aussi un joueur potentiellement intéressant pour la suite. Mais pour Par anecdote, rapport, Lens aussi, enfin, je veux dire, dans ces dernières années, notamment sur oui, oui, il y a l'après-Martel, beaucoup tournait d'échanges avec une armée mexicaine où les oui. jeunes, finalement, étaient plus Il y du a, on tout. a un attaquant qui joue en U19 qui s'appelle Victor Poli, qui vient de Lens aussi, qui était avant au Pôle Ouais, France. ouais. Et nous, à Lille, par exemple, on a des joueurs, d'ailleurs de très bons joueurs, qui viennent parce qu'on a élargi un peu le cercle de recrutement. On a des joueurs qui viennent de la région parisienne. Par exemple, cet été, ils ont pris deux joueurs de Porcy, qui est un club de la région parisienne. Il y en a un qui s'appelle Yeli
Traoré, qui est un super joueur de couloir, mais U17, il faut voir ce que ça va donner. C'est un joueur né en 2007, c'est un très très bon élément. Et l'autre, il me rappelle un petit peu Nathan Buya-Kiala qui est parti, qui s'appelle Ramsès Simbondo, mais c'est des joueurs qui viennent d'arriver, mais c'est des potentialités, quoi. C'est des joueurs qui, d'ici 2 ans, on devrait commencer mais on va jamais. Le problème, c'est qu'on a laissé partir Nias, on a laissé partir Fatah, on a laissé partir euh, Nathan Verkiala, Badrini Bouanani, il y en a quand même 6 ou 7 qui ne sont pas dans notre noyau. Donc il y a un creux, quoi, un creux générationnel qui fait que, bon, maintenant il va falloir attendre après les 3 et les 4 qui sont montés là. Alors il y en avait un autre dont on aurait pu parler aussi, c'est celui qui est arrivé en même temps que Carlos Baleba, c'est Geoffrey Bazier, qui est un Burkinabé, qui est arrivé aussi en janvier dernier, mais le problème c'est qu'il est blessé. Donc il a fait la préparation avec le groupe pro et pour le moment il est blessé, donc il faut le laisser revenir. Il était absent 3 mois, mais lui aussi c'est un potentiel au niveau des jeunes de la réserve, avec le Belge là, Vincent Burlet, qu'on évoquera tout à l'heure, je pense, dans la dernière partie. C'est des joueurs qui pourraient éventuellement, pourquoi pas, intégrer le groupe pro. J'ai une question, Oui, pour vas-y. Stéphane, François. Stéphane, tu évoquais les joueurs tout à l'heure. Tu disais que tu avais senti déjà au tout début qu'il y avait un potentiel. Et quand tu vois que finalement ça part en eau de boudin, je pense à 2 joueurs, Martin Terrier et Pavard. Parce que finalement, c'est 2 joueurs qui font une belle carrière, mais qui n'ont jamais réussi à pas à percer, mais à s'imposer. Et c'est plus un problème relationnel, je pense, qu'ils ont pu avoir avec un coach. Ouais, mais Tu trouves pas que c'est du gâchis quand même tout ça, non, de non, mais là, devoir attention, faut pas. Bon, Martin Terrier, si tu veux, chez les jeunes, en U17, U19, tu avais 2 joueurs qui étaient à peu près du même niveau. On va parler du premier, Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, il y en avait un deuxième, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'était Valentin Van Baleugem. Et en fait, en U17, U19, il tire la bourre. Il y en a un qui a réussi à monter, il avait un sacré mental, et l'autre qui est resté au niveau. Mais Pavard, c'est une question relationnelle. On sait que bon, il est Oui, parti. Antonetti. Antonetti, donc il est parti, il s'est dit, tiens, et lui, intelligent, il a d'abord évalué en division 2 allemande, après il est monté progressivement. Martin Terrier, c'était vraiment, c'est un joueur qui, aujourd'hui, par exemple, il serait dans le groupe pro, quoi. Enfin, avec Mhm. Fonseca mais à l'époque, lui, il avait des problèmes financiers, donc ils l'ont d'abord prêté à Strasbourg. Après Lyon, ils ont fait un beau chèque de 11 millions d'euros. Alors aujourd'hui, on est en train de dire, oui, Terrier, on aurait dû le garder, regardez ce qu'il fait à Rennes. Oui, mais Terrier est parti en 2017. Nous sommes en 2022, il y a 5 ans. Mhm. Mais ce que je voulais dire, c'est quand même, tu investis comme ça sur des jeunes, tu les formes, et Oui. puis finalement, ça s'envole. Oui, ou alors ils trouvent l'herbe plus verte ailleurs, comme par exemple Buonanni, où il a signé quand même il y a un petit chèque supérieur à 6 chiffres, 7 chiffres. Ouais. C'est Mais quand même 6-0, frustrant. 6-0, il y en a un devant, 7 chiffres. Il a c'est signé à Nice pour ça, il ne joue pas, hein. Mhm. c'est frustrant, mais les situations, effectivement, ne sont pas les mêmes. Non, ce ne sont pas du tout les Il mêmes. y a Pas du tout les Antonetti mêmes. avec Benjamin Pavard, on connaît tous l'histoire, on Oui, sait oui. tous comment ça s'est passé. Terrier, c'est financier. Martin Terrier, c'est financier. À l'époque, il fallait de l'argent et si tu parlais d'investissement, et là, l'investissement s'est traduit par finalement une recette assez exceptionnelle, hein. Donc, Alors, alors pour un joueur maintenant, qui n'avait jamais joué finalement en équipe première. alors Ben, maintenant, ouais, j'ai excuse-moi. souvenir Terrier jouer un petit peu et Ouais, il est Oui, joué. il a fait malheureusement quelques matchs. Il a ça a fait été quelques matchs. enfin Il a des fait quelques rentrées matchs. et notamment il était assez percutant une saison où on Tout à avait une fait. équipe qui jouait Tout à fait. particulièrement mal où on pratiquait un football soporifique et j'ai souvenir d'entrée de Terrier alors Tout à fait. il y avait beaucoup de DG ils vont danger des occasions mais ils s'en provoquaient c'est le souvenir que j'ai de lui à Oui, je suis Lille. d'accord. C'était C'était un joueur qui amenait quand même un plus, mais comme tu dis, à un moment où on était dans une friche, je crois que c'est la saison de transition. Non, mais là, Où c'est les années en fait où c'est les fins des années Sédou, on a c'est bon, ça, ça faire de c'est l'argent. ça. Et puis, il faut se rappeler qu'Origi, il est parti après 40 matchs en Ligue 1. Digne, c'est pareil, une quarantaine de matchs en Ligue 1, ils sont partis tous les deux. Terrier, il est parti une quinzaine de matchs en Ligue 1. Mais Hum. Terrier n'a explosé, il faut bien remarquer que Terrier n'a explosé qu'à Rennes. À Lyon, il était pas encore devenu à son niveau d'aujourd'hui, et à Strasbourg non plus, hein. Donc, c'est des éléments à prendre en compte.
Mais après, la carrière, elle est faite, je vais expliquer tout à l'heure. Valentin Van Meulingen s'est retrouvé en série C italienne en U19, il était à peu près l'équivalent de Pavard. Et Pavard, il s'est retrouvé au Bayern Munich et est champion du monde. Hein. C'est des carrières un petit peu très aléatoires, le football. Hein. Il faut se trouver là au bon moment, au bon endroit. C'est pas forcément toujours facile. Il est 21h30, 21h32. Patrice, pour clore cette rubrique sur les jeunes, est-ce que tu as une remarque ou une question pour Stéphane? Non, non, les choses sont claires, mais c'est vrai que on le sait, hein, pour faire monter un jeune, il faut du temps. Il faut, ce que je disais tout à l'heure, quoi, Fonseca a cette intelligence-là de leur laisser du temps. Où je rejoins Christophe, je pense aussi qu'il faut aussi du temps dans le club. C'est-à-dire qu'il faut aussi que alors, l'entraîneur laisse du temps aux jeunes à monter, mais il faut aussi que le club ait une assise pour laisser monter le jeune en puissance. On parle de Terrier notamment. Terrier, si on lui avait laissé une année ou deux de plus, parce que bah oui, on avait besoin de cash à ce moment-là, et on l'a vendu pour, mais je pense que l'utilité elle est là. Donc il faut que le club il se restabilise sur plein de choses pour pouvoir faire rentrer ces jeunes et les faire vraiment jouer, quoi. En dehors du fait des trois jeunes qui sont intégrés le groupe pro, vous avez remarqué aussi le nombre de signatures qu'ils ont fait cet été. Et en fait, ils les font signer de plus en plus tôt. Hein. C'est des joueurs qui sont en U17, U19. Les signatures, c'est des joueurs nés en 2005 hein, cet été. Hein. C'est-à-dire qu'ils les font signer de plus en plus tôt pour se préserver des requins extérieurs. Alors, je vous propose de passer à la troisième partie de l'émission. Il est déjà 21h35. Alors, troisième partie, c'est l'avant-match du match de dimanche contre Rennes. Donc, les Rennais, en pleine forme, attendent le LOSC dans leur toile. Bon, là, par contre, par rapport au premier titre, il n'y a pas du tout d'analyse. C'est juste un jeu de mots foireux. Hein, j'en suis désolé. Donc, on a un Rennes, troisième, 27 points. 8 matchs gagnés, dont 5 d'affilée. Là, ils sont sur 5 victoires consécutives. 3 nuls, 2 défaites, 28 buts pour, 12 buts contre, une différence de goal average de plus 16. Alors Lille, vous le savez tous, un 7e, 22 points, 7 matchs gagnés, 1 nul, 5 défaites. La différence est là. 25 buts pour. Et 22 buts contre, donc là aussi c'est significatif. Plus 3 au goal average. Comment voyez-vous ce match qui va être finalement très difficile? Avantage pour Lille, les Rennais vont jouer en Europa League jeudi soir contre Larnaca. Alors les Rennais qui sont qualifiés, mais il y a encore un enjeu pour la première place. Je vous rappelle qu'en Ligue Europa, le premier est qualifié directement en huitième, et alors que le deuxième doit passer une espèce de barrage qui sont les 16e de finale. Comment vous sentez ce match? Alors, Georges, je vais commencer par toi. Bah, je pense que Rennes, c'est un échelon au-dessus de Monaco et clairement moins deux au-dessus de Lyon. Rennes, c'est très costaud. C'est une pléiade de joueurs devant. C'est toujours un club qui sait se recomposer avec un mélange de joueurs qui sont des joueurs talentueux, qui sont aussi des revanchards. Pas oublier qu'il y aura sur le terrain un certain Tcheka qui paraît-il, en ce moment, leur fait beaucoup de bien. Donc, je pense que c'est à notre portée, mais pour le coup, ça va être un vrai combat. Ça va être un gros, gros match. Ça risque aussi de donner un match assez spectaculaire, de la configuration des deux équipes. Mais je pense que là, il y aura nécessité de sortir un très, très gros match et surtout vendanger à minima parce que face à nous, ça va être du très costaud, quoi. C'est peut-être ce qu'il y a de plus costaud après Paris en Ligue 1 en ce moment. Alors, Stéphane, on parlait de formation tout à l'heure. Rennes est très efficace en matière de formation, donc c'est un exemple à suivre peut-être pour Lille. Comment tu sens ce match contre les Bretons? Est-ce que tu le sens bien ou est-ce que tu es inquiet? 100% d'accord sur tout ce qu'a dit Georges. Pour moi, c'est le. Enfin, je vois Rennes m'arriver sur le podium en fin de saison. Donc pour moi, c'est le plus gros obstacle, même, je pense même peut-être supérieur à Lens encore. C'est vraiment un très gros morceau. C'est une équipe qui arrive à maturité. Ils ont des joueurs comme de grosse qualité. Ça va être très très compliqué pour nous. En plus, avec une défense
qui va devoir être un petit peu reconstruite, en sachant qu'il y a Bourigeaud qui est quand même le sacré passeur sur le côté droit. Il va falloir bien construire pour éviter de se prendre une déconvenue. Mais un LOSC inspiré, et puis le match dans la semaine d'Hérénée peut un peu rééquilibrer le match, quoi. Mais je sens que en fait, c'est un match vérité. Le match où on va savoir si Lille peut ou non basculer du bon côté. Je pense que c'est sur ce match-là qu'on va voir si Lille a vraiment franchi un cap, parce que je considère que le match de Lyon, c'est vrai que Lyon, il est vraiment un ou deux crans sous le Rennes, mais Lyon, il y a quand même de sacrées circonstances atténuantes entre la non-expulsion, la réorganisation de l'équipe, etc., et puis l'inefficacité de l'attaque. Mais là, ça va être vraiment un vrai, comment ça s'appelle, Test. un vrai test. Alors, il y a un mot qui revient beaucoup dans les commentaires sur des réseaux sociaux, que vous avez vous-même utilisé, c'est que le match va être compliqué. Alors, c'est Trifray qui nous dit ça, il espère une victoire, mais ce sera dur. Il faudra être efficace devant comme Rennes l'est actuellement. Autre élément plutôt favorable au LOSC, c'est que le LOSC aime bien briser les séries. Là, il y a une série de 5 victoires consécutives. Ça peut être, est-ce que vous voyez un signe? Patrice, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu attends de ce l'étang Gico? Alors, moi, je rejoins complètement Georges et Stéphane. Pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe française aujourd'hui. Ils auraient pu cramer. Bon, moi, je suis breton d'origine. La dernière fois que je suis venu, c'était Lorient juste avant. Donc, ce coup-ci, c'est Rennes. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que tu m'invites, il y a un match contre des Bretons. Mais voilà, ils auraient pu cramer beaucoup, beaucoup Rennes parce que il faut quand même voir que c'est Pinault qui est le patron et que c'est l'homme le plus riche de France. Il aurait pu mettre des investissements depuis 10 ou 12 ans qu'il est là. Il ne le fait pas. Ils ont un centre de formation qui doit être, Stéphane me démentira peut-être, mais peut-être le meilleur de France là aujourd'hui. Oui, tout à fait d'accord. Ils ne gagnent pas Ils la utilisent leurs Gambardella. joueurs, ils Hein, utilisent leurs jeunes. voilà. Et tous les ans, c'est quand même un club qui est capable de sortir 2 ou 3 top players. Là, ils sont en train de sortir Doué. Alors, c'est pas son nom qui fait qu'il est fort, mais effectivement, il est super costaud. Il y a le petit arrière là qui joue sur le petit arrière qui a été appelé en équipe de France il n'y a pas très longtemps. Truffert. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Ils ont associé ça avec des anciens. Parce que voilà, Laborde est parti, mais vous avez un Bourigeaud, vous avez ça. Ils ont rajouté Terrier. On parle de l'attaque. N'oublions pas qu'il y a quand même Guiri et Kalimuendo qui viennent se rajouter à tout ça. C'est très, très, très costaud. Je pense qu'on n'est pas en train. Alors, on avait peur de Monaco, on avait peur de Lens aussi, mais c'était le derby, c'était différent. Je pense qu'on n'imagine pas le niveau. Alors, il y a ce match de Coupe d'Europe qui va peut-être atténuer les choses, mais je pense sincèrement que Rennes, c'est la deuxième meilleure équipe en France aujourd'hui. Christophe, est-ce que tu partages cette inquiétude? Oui, oui, c'est même pas une inquiétude parce que non, en fait, je suis pas inquiet. J'ai hâte de le voir ce match parce que comme vous l'avez tous dit, ça va être un match de foot super intéressant à voir, agréable, je pense. Enfin, surtout si on gagne, évidemment. Si on perd, on s'en fout. Mais voilà, enfin, c'est vraiment une des plus belles équipes du championnat, vous l'avez tous dit. Et du coup, on va se retrouver avec une équipe joueuse en face. Et ça, j'aime bien. Et je pense que c'est une équipe avec de fortes personnalités, avec des joueurs qui aiment bien. Enfin, je pense notamment à Patrice l'a cité, Bourigeaud. Vous l'avez tous cité d'ailleurs. Qu'on aime tous à détester, qui sait venir à Lille. En général, il vient chauffer un petit peu la tribune nord, là. Il aime bien ça, donc j'espère juste qu'on n'aura pas l'occasion, enfin qu'il n'aura pas l'occasion. Et puis voilà, effectivement, vous avez tous mis le doigt sur les joueurs, mais ils ont aussi un bon coach qui n'a pas réussi finalement, ou qui a été maltraité dans son club, parce que je pense que ça reste un homme de Lyon, mais qui fait quand même de très très belles choses à Rennes. Et c'est pas évident parce que, comme le disait Patrice, ils ont perdu quand même leurs deux gros éléments devant avec Delors et il va m'aider. Laborde, voilà, enfin, c'était quand même un beau duo d'attaque devant. Ils sont partis tous les deux la même année et puis on se retrouve avec Kalimuendo et Gouiri. Bravo, quoi. Enfin, il faut le faire quand même. Ce qu'il a réussi à faire là, c'est chapeau coach. Et encore derrière, des mecs comme Doku, il y a du monde. Oui, il y en a, oui. Alors, beaucoup d'avis toujours sur les réseaux sociaux. Jean-Marc, il nous parle de l'ambiance, qui peut aussi être un élément qui
qui sera significatif et qui sera déterminant pour ce match. Il y a un élément qui risque d'être déterminant aussi, c'est la situation de l'effectif lillois pour ces 2 derniers matchs avant la trêve de la Coupe du Monde, et notamment la situation à gauche. On a Ismaili qui est blessé, qu'on ne verra plus avant la trêve. On a Gudmundsson, Monson, pardon, qui également, il va être opéré pour une pubalgie, je pense, et donc on ne le reverra plus avant le mois de janvier. Comment vous voyez le remaniement de la défense? Est-ce que on peut s'attendre à une surprise? Est-ce qu'on aura simplement une défense qui ressemblera à celle qui a terminé le match de Lyon? Comment vous voyez ça, Stéphane? Je vais commencer par toi. Je pense que Diallo a perdu sa place à droite, à mon avis. Donc je pense qu'il va, à gauche, il a tenté Diakité. Je pense qu'il avait une idée derrière la tête pour ce match de dimanche. Donc je vois bien Diakité à gauche et je vois bien le retour de Zedatka pour le match. Ça me semble assez clair à droite. Parce que si on regarde les jeunes, hein, chez les jeunes, il y avait Vincent Burlet qui était essayé lors des matchs de préparation. Et c'est un tout jeune joueur qui est né en 2005. Il me semble un peu trop tard. Je pense qu'il sera peut-être sur le banc, sans plus. Et derrière, on est un petit peu limité parce qu'il y a on a un international marocain, la Wassim Lantaki, mais qui a été dépassé un petit peu par Burlet. Il y a un troisième larron, latéral gauche en réserve, qui s'appelle Alpha Diallo, mais qui est numéro 3 en réserve. Donc je le vois mal aller sur le banc en Ligue 1. Voilà, donc Pour ma part, je vois pas de jeunes intégrer le 11. Je vois plutôt une réorganisation avec Zedatka à droite, Diakité à gauche, et Diallo reprendre sa place dans l'axe avec parce qu'Alessandro n'a pas été non plus au top aux côtés de Fonté. D'accord. En sachant qu'on est mardi, et Zedatka était quand même pas à l'entraînement encore ce matin. Ah ouais, donc après, c'est pour ça que je dis on est que mardi, il reste 5 jours. Mais Zedatka n'était pas à l'entraînement ce matin. On sait ce qu'il a. Il a fait 5 minutes à Lyon de mémoire. Voilà. Et je ne suis pas persuadé que Fonseca lui fasse une confiance énorme à ce garçon. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais depuis Nantes, on l'a presque pas vu. Quoi. Mais qui mettre bah, c'est ça. Après, il va être effectivement devant une solution à trouver. Quoi. Ouais, donc s'il est jeune, c'est éventuellement sur le banc, mais en cas de pépin, en cas de coup dur. Quoi. Mais a priori, une défense, je ne vais pas dire basique, mais en tout cas basée sur l'effectif habituellement utilisé en championnat. Descendre Bamba. On risque aussi de peut-être retrouver 4 défenseurs centraux aux 4 postes d'arrière, tout simplement, avec un Diallo à droite, et puis voilà, notre défenseur Fonte, notre grand Alexander machin truc, et puis Diakité à gauche. Donc là, adieu le jeu sur les côtés, non ? Il sortira pas Diallo. Mais non. Après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il sortira pas Diallo de l'équipe. Non. Il mettra dans l'axe, mais pas tant qu'il met dans l'axe, oui, ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il sort Alexandro. C'est compliqué. Alors, Jean-Marc, sur les réseaux sociaux, nous dit que ce serait des problèmes perso pour ZZK. Donc, je n'ai pas plus d'infos que ça, mais on lui en laisse le crédit de cette information. Georges, tu voulais rajouter quelque chose ? J'avais eu quelques échos, pareil, je pense aussi qu'il y avait un choix tactique du fait que Zedatka soit plus un piston, défende assez peu, et qu'avec Fonte qui demandait justement d'avoir suffisamment d'assises défensives, il ne sentait pas trop le jeu. Mais bon, en tout cas... C'est l'analyse de Baptiste sur Cop Nord, l'émission de BFM, qui disait que... Et je n'ai pas de Baptiste. Qui disait que ZZK, c'est un joueur de piston qui était très bien pour une défense à 3, et dans une défense à 4, c'était un peu compliqué parce qu'il avait du mal à assumer ses obligations défensives. En tout cas, oui, un truc que je veux dire. Après, voilà, je pense qu'à partir du moment où Ismaili n'est pas là, un seul être vous manque. Et j'ai un peu cette sensation, oui, qu'il va falloir encore faire un petit peu de bricolage, mais moi, clairement, si on pouvait éviter Diallo sur un côté, ça me semble être nécessité première. Dans l'axe, moi, je pense que, hormis la boulette contre Monaco depuis le début de la saison, dans l'axe, ça passe, ça va. Mais
Clairement, c'est le problème. Alors là, il se trouve qu'en plus, c'est les deux du même côté, quoi. Gudmundsson et Ismaili, il y a un grand vide. Ouais, il n'y a pas 50 solutions. Donc moi, je rejoins éventuellement Zedaka quand même sur un côté, Diakité sur l'autre et une charnière. Est-ce qu'il la renforcerait pas à 3 aussi? 3 centraux pour. Alors, Mais là, le problème, c'est que tu as dégarni le banc. Alors, c'est Et le chantier aussi pour le mercato. Il y a effectivement peut-être des réflexions à avoir pour renforcer. On avait déjà parlé du poste d'arrière central, mais sur les ailes, étoffer le banc avec des joueurs d'expérience qui sont capables de venir rapidement suppléer l'effectif actuel. On en saura plus, effectivement, après ce mercato. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Juste une petite chose, François, c'est qu'on a vraiment un souci avec nos deux latéraux, mais au-delà de ça, on a aussi un Ounas qui a été victime de fatigue musculaire. On a un Bamba qui n'était pas très frais, ce qui fait que non seulement tu n'auras pas de latéraux qui vont monter, mais tu vas avoir un problème aussi de repli défensif de ces joueurs justement qui sont là aussi et qui sont très très importants dans le jeu de Fonseca. Donc au-delà des quatre défenseurs, on a aussi nos deux joueurs excentrés qui vont poser problème. Donc plus ça avance, plus j'ai peur. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais ce matin, Bamba et Ounas avaient l'air dans de très bonne disposition, en tout cas. Ça va, c'est déjà. Voilà. Après, on a aussi les surprises du chef. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on avait eu le droit à Timothy Weah en arrière latéral. Hein. Ça peut être aussi une solution, ce qui ne serait pas un bon signe, effectivement, pour les occupants du poste habituel. Tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit, mais Bamba, reculer Bamba, des fois, sur un match, alors après, c'est pas son poste, hein, mais c'est pas quelque chose qui est hyper déconnant quand on voit le jeu de Fonseca. Bon. En tout cas, on aura la réponse. Et Bamba, c'est défendre. Hein. Bien sûr. C'est pour ça. Très bien. Ouais. On aura la réponse à toutes ces questions dès dimanche prochain. En attendant, il nous reste une étape traditionnelle au Bistrot del LOSC en fin d'émission. C'est le petit tour de table sur les pronostics sur le match. Donc, vous pouvez aussi nous donner vos pronostics sur les réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle éventuellement le score et les buteurs lillois. Alors, qui veut commencer? Georges, allez, au hasard. Au hasard. Alors, on va dire il y aura un 3-2. 3-2 pour Lille. Avec, il faut les buteurs. Donc, David Revanchard qui va y aller de son doublé. Et puis, je ne sais pas, l'autre buteur, tiens, peut-être de Rachad Diallo qui va marquer sur une tête. Alors, Patrice, est-ce que tu veux te donner à ce jeu des pronostics? Je sais que tu es un spécialiste. Je suis super nul. Donc je vais le faire à l'envers, comme ça va marcher. Moi, j'aurais dit 3-1 pour Rennes. D'accord. Et le buteur lillois? On va dire David. Christophe, quel est ton pronostic? Je vois un bon match nul avec 2-2. David et Weah. Alors pour l'instant, on a eu tout, hein, une victoire, une défaite, un nul. Stéphane, tu vas départager. Qu'est-ce que tu vois? Je reste aussi sur un nul. Je mettrai Terrier pour Rennes et David pour Lille. D'accord. Alors Jean-Marc nous dit 3-1 pour Lille, David, Bayo et Ounas. Voilà, il est temps de nous quitter. On vous donne finalement rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de ce match de Rennes et finalement l'avant-match contre Angers qui sera le dernier match avant la trêve Coupe du Monde, donc pendant laquelle il n'y aura pas de Bistrot del LOSC et on vous retrouvera avec plaisir dès la fin du mois de décembre. Je voulais remercier tous les internautes qui ont participé qui nous ont regardés et qui ont participé aussi sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot del LOSC. Donc, merci à vous, merci de votre fidélité. Je voulais remercier nos piliers. Merci Christophe. Merci à toi François, merci à tous. Merci Patrice. Merci beaucoup. Merci Georges. Merci. Petit aparté quand même, puisqu'il y a une soirée d'Europe, on l'oublie devant le bistrot, mais le Bayern Munich a ouvert le score par un buteur dénommé Benjamin Pavard. Alors voilà. C'est normal parce qu'il y a une info qui vient de tomber sur lui. Il vient de se faire arrêter avec un contrôle d'alcoolémie et suspension de permis.
C'est pas une blague. Bien non sûr. plus. Non, Il vient non, de tomber mais en plus. ascenseur émotionnel, ce soir. Il a tout aujourd'hui, je crois. Comme quoi, ces problématiques de sortie nocturne ne sont pas forcément toujours difficiles à gérer. Ça dépend. Ça dépend pour qui, en fait. Ça dépend aussi peut-être un peu du talent. Est-ce que, Peut-être. Stéphane, est-ce que tu as... je voulais te remercier. Pardon, j'étais en train de complètement déconnecter la présentation. Donc, merci à Stéphane pour ta Merci de ton participation. invitation. Merci de ton Ouais, invitation et bonsoir à tout le monde. tu sais que tu es toujours le bienvenu. Hein, Je donc, suis un auditeur attentif, régulièrement. merci pour tout ça, Stéphane. Alors, je voulais vous souhaiter une excellente soirée. Il y a championnat d'Europe, hein, il y a la Ligue des Champions. C'est Marseille qui joue ce soir ou c'est Oui, Paris? Ouais, c'est Marseille. Marseille. Pour vous dire si ça m'intéresse. Donc, il y a Marseille qui joue. Donc, vous pouvez maintenant aller voir le match. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau bistrot de LOSC. D'ici là, on a l'occasion tous ensemble à 3 de lancer notre cri de guerre. 1, 2, 3. Allez, Allez, le le LOSC! LOSC. À bientôt. Ciao. Salut! Allez.